Sarah Halimi, 4 avril 2017, quartier de Belleville, on est en plein cœur de Paris. C'était la veille de la Pâque juive. C'était assez terrible. Malheureusement, ma position fait que j'ai eu à annoncer ces dernières années le meurtre de Sébastien Selam, celui d'Ilan Halimi et également celui de Sarah Halimi sur l'antenne de Radio J. C'était assez stupéfiant. On ne voulait pas y croire. C'était trop. Et pourtant, c'était la vérité. C'est une mère de famille, médecin à la retraite, mais toujours très active dans la communauté juive, qui est défenestrée par son voisin de 27 ans. Vous connaissez la suite. La difficulté à faire reconnaître l'acte antisémite, la barbarie de l'acte, et puis la question qui se posait très tôt, qu'a fait la police ou qu'a n'a pas fait la police? C'est une question qu'on va se reposer ce soir, c'est assez important. Je parle sous le contrôle aussi du commissaire, même s'il est à la retraite, Samy Gozlan, qui s'y connaît en matière d'intervention de la police ou pas. Je voudrais passer la parole, donc je les ai présentés à Maître Muriel Waknin-Melki et Udi Bloch, qui représente aussi l'organisation juive européenne, l'OJE. Voilà, je l'ai cité. Son président est là, je crois, Fabien Bellassène. Merci d'être là. Organisation bien sûr militante de la communauté juive et qui elle aussi a décidé de se battre aussi avec les moyens qui sont les nôtres, qui sont les moyens du droit. Galanterie oblige, on va donner la parole d'abord à Muriel Waknin-Melki et suivra donc le complément avec Udi Bloch. D'abord, merci à tous. Merci déjà à Samy Gozlan et à Claude Barouche de nous avoir conviés ce soir. J'étais l'une des avocates dans l'affaire d'Ilan Halimi, il y a 10 ans de cela. J'avais malheureusement connu ce dossier depuis le tout début, les premières auditions. Et je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui de me rappeler, de me souvenir que lorsque je suis rentrée dans ce dossier pour la première fois et que j'ai ouvert les premières pages des nombreux tomes qui le composaient, il y avait des choses qui étaient absolument terribles, terrifiantes, un rapport médico-légal qui était déjà redoutable, glaçant. J'avais déjà une expérience d'avocate pénaliste, des scènes de crime, j'en avais déjà connu. Je n'avais pas 15 ans de barre déjà, mais peut-être quelques années, et j'avais déjà vu passer des choses. Dans les affaires qui sont empreintes d'antisémitisme, dans les agressions physiques, dans les meurtres, dans les assassinats, une chose est certaine, c'est que lorsque nous ouvrons les dossiers et lorsque nous lisons les rapports médico-légaux, nous voyons quelque chose qui stigmatise ces dossiers, une haine, une violence, un déchaînement de violence. Dans l'affaire d'Ilan, c'était déjà le cas. Dans l'affaire de Sébastien Selam, ça l'était aussi. Dans l'affaire de Sarah, Lucie Attal, Sarah Halimi, dans cette affaire-là, le rapport médico-légal fait état de quantité de contusions, d'érosion. On le sait tous ici, vous le savez, nous le savons encore mieux parce que nous avons eu accès à ces pièces du dossier. Sarah est morte dans des conditions particulièrement atroces et ignobles. Alors je ne dis pas ça pour être dans le pathos, comme a pu dire tout à l'heure l'un des avocats qui a pris la parole. Il ne s'agit pas de faire du pathos, il s'agit simplement de vous informer. Et de vous informer que cet aspect du dossier de Sarah est particulièrement important. Parce que cet aspect-là, la juge ne veut pas l'entendre. Alors le dossier est certes en cours d'instruction. Je n'ai jamais retenu mes mots, que ce soit dans le dossier d'Ilan, qui était doublement frappé par le secret de l'instruction, parce qu'en plus il s'agissait d'un dossier de mineur, que l'audience était à huis clos, et que donc déjà à l'époque d'Ilan, on ne pouvait pas communiquer. Dans le dossier de Sarah Halimi, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce d'omerta sur ce dossier que Noémie Alioa a contribué à faire lever, que William Goldnadel a contribué à faire lever, que les avocats qui se sont battus les uns et les autres ont contribué à faire lever. Et pour autant, à ce jour, nous avons demandé à la magistrate, Madame Anne Ielou, pour ne pas la nommer, de bien vouloir retenir la circonstance aggravante d'actes de torture et de barbarie. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas absolument pas un artifice procédural, c'est une réalité. Dans ce dossier,
Sarah Halimi a été défenestrée vivante, vous le savez, mais avant d'être défenestrée vivante, elle a enduré entre 20 et 30 minutes de souffrances terribles, d'actes qui ont atteint à sa dignité, à son intégrité physique, corporelle, psychique. Sarah Halimi a eu le temps de se voir mourir. Et là encore, ce n'est pas un artifice procédural. Ça revêt pour nous une signification avocat. Ça signifie que c'est l'un des préjudices sur lesquels, si la cour d'assises est enfin saisie, elle devra réfléchir. Il faudra indemniser le fait que Sarah a vu sa mort venir et qu'elle en a été consciente. Sarah savait, tout le temps où elle a subi ces actes de torture, tout le temps où elle a été traînée dans la pièce qui a conduit jusqu'au balcon, où elle a été défenestrée, elle savait qu'elle avait très peu de chances de s'en sortir. Sarah, c'est le premier point sur lequel nous nous battons, nous, parce que nous n'avons pas envie de lâcher et que nous ne lâcherons rien, et qu'il n'y a pas de raison de faire de cadeau à l'accusé sur cette circonstance aggravante-là. Bravo. Mais si nous le faisons aussi, parce que comme l'a dit de manière très brillante et très éloquente mon confrère Golnadel à côté, comme il l'a rappelé, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe, en France, de ne pas dire les choses et de ne pas les nommer lorsqu'il s'agit de combat contre l'antisémitisme. Et notre travail, à nous, avocats de l'OJE, de l'Organisation juive européenne, c'est de combattre tous les jours, toutes les semaines, depuis 4 ans, bientôt 5 ans, dans les prétoires sur Paris, en région parisienne, en province, puisque nous connaissons toutes les affaires, quasiment toutes les affaires qui ont trait à l'antisémitisme un peu partout. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de ne pas dire les choses et de ne pas faire en sorte qu'elles soient renvoyées pour ce qu'elles sont. Le confrère Golnadel a rappelé tout à l'heure des difficultés dans certains dossiers, nous en connaissons d'autres dans d'autres affaires. Je pense notamment à un dossier à Bobigny, où il nous a fallu près de 2 ans, 2 ans c'est long, 2 ans de procédure, pour qu'un gamin de 18 ans voit enfin son dossier jugé avec la vraie qualification d'agression à caractère antisémite dans un dossier où depuis leur première audition, les 3 agresseurs reconnaissaient avoir traité notre client de sale juif pendant l'agression et qu'ils l'avaient choisi parce qu'il portait la kippa au sortir de l'école Lort. Et il a fallu batailler pendant 2 ans pour que cette circonstance-là soit retenue et qu'il soit enfin renvoyé devant un tribunal pour enfants pour être jugé pour ces faits-là. Voilà pourquoi, dans le dossier de Sarah Halimi, nous devons nommer les choses et nous devons faire en sorte que nos juridictions jugent. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous dans le dossier de Sarah Halimi, c'est bien évidemment le rôle de la police. Alors, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Nous avons des forces de police qui sont courageuses, bien sûr, évidemment. Évidemment, elles sont courageuses, elles sont présentes sur quasiment tous les dossiers, toutes les affaires. Et puis il y a des fois où ça ne se passe pas comme ça devrait. Et des fois, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des dysfonctionnements, il y a des interventions. Nous ne savons pas exactement. Et dans le dossier de Sarah Halimi, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Et nous n'avons pas, aujourd'hui, d'éléments pour comprendre ce qu'il s'est passé, pourquoi les forces de police qui étaient présentes depuis 4h25, alors que l'appel téléphonique à police secours avait été passé à 4h22, soit 3 minutes après, c'est court, 3 minutes pour arriver. Elles étaient là en 3 minutes. De 4h25 à 4h45, à peu près à l'heure de la mort de Sarah Halimi, elles ne sont pas intervenues. Elles étaient présentes, sur place, et nombreuses, et équipées. Et nous n'avons pas de réponse à ces questions. Alors nous avons sollicité une reconstitution, pas que pour ça, pour mieux comprendre les faits, et parce que de toute manière, dans un dossier qui est renvoyé devant une cour d'assises, une affaire criminelle, la reconstitution est quasiment de droit. Quasiment. C'est-à-dire qu'elle est laissée à l'appréciation du magistrat qui instruit, et éventuellement la chambre de l'instruction qui va décider si le magistrat a bien décidé ou non, en refusant ou en acceptant cette reconstitution. Alors nous avons fait une demande de reconstitution à la magistrate pour comprendre. Pour comprendre d'abord ce qui s'était passé dans la tête de Traoré, qui est l'assassin de Sarah Halimi. Et puis pour comprendre également ce que les forces de police avaient fait ou pas fait dans cette affaire. Et pourquoi? Parce que nous devons des explications et parce que nous avons droit à des explications.
Nous avons droit à des explications, mais Sarah Halimi a droit aussi à des explications. Sarah Halimi était une femme extraordinaire. Je le dis parce que je le pense. J'ai vu son dossier, j'ai vu son parcours de vie. J'ai vu quelle femme géniale c'était. Une femme qui était tournée vers les autres, une femme qui s'occupait d'enfants, une femme qui était médecin, une femme qui donnait son temps sans compter pour ses enfants et pour ceux des autres, qui a payé ses impôts, qui a vécu sur notre sol pendant tant d'années, tant d'années, et qui termine ses jours de cette manière. Elle a droit. Elle a droit. Ses enfants ont droit, sa famille a droit. Nous avons droit à savoir ce qui s'est passé, à savoir pourquoi nos forces de police ne l'ont pas protégée à un moment donné. Est-ce qu'elles n'ont pas pu, tout simplement, ou est-ce qu'elles n'ont pas voulu? Est-ce qu'elles ont reçu des ordres, ou est-ce qu'elles n'ont pas reçu d'ordre? Nous n'en savons rien à ce jour. Nous avons plusieurs voix, nous avons plusieurs manières de penser, nous avons plusieurs manières d'agir, mais nous allons tous vers un seul et même objectif, c'est lutter contre cet antisémitisme. Claude Barouche, que je ne vois plus, m'avait invité il y a quelques années de ça, après l'affaire Dylan, à venir prendre la parole. Et une question m'avait été posée à l'époque. On m'avait demandé « Est-ce que vous pensez que la France est un pays antisémite ?» Il y a 10 ans de ça, j'ai répondu directement « Non, je ne pense pas que la France soit un pays antisémite, je pense qu'il y a de l'antisémitisme en France. » Je ne sais pas aujourd'hui quelle est la réponse que je pourrais former à cette question si on me l'a reposée. Je ne sais pas si la France est devenue un pays antisémite. Ce que je sais, c'est qu'il est de plus en plus dur pour nos jeunes, pour nos âgés, pour nous-mêmes, de vivre ici en France, en étant juifs et en étant fiers de l'être. Alors pour toutes ces raisons, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin que notre justice, qui fonctionne bien, on va dire les 3/4 du temps, et parfois pas bien du tout, et ça je peux aussi en témoigner, nous avons besoin que dans le dossier de Sarah Halimi, elle fonctionne comme il faut. C'est pas gagné, on continue de se battre. Audiblog va vous expliquer un petit peu les difficultés que nous rencontrons, notamment avec cette fameuse expertise psychiatrique que la juge a cru bon devoir recommander. Et puis nous ne lâcherons rien. Soyez-en assurés. Merci Michel, merci à tous de nous accueillir. Je voudrais intervenir, je suis Audiblog, également avocat de l'OJE et j'interviens dans ce dossier de Madame Sarah Halimi. Je voudrais intervenir sur le point des expertises psychiatriques. Il y a eu une première expertise psychiatrique qui a été demandée par la juge d'instruction, c'est normal, et elle a été demandée à un de nos grands pontes en psychiatrie qui est le docteur Zaguri. Le docteur Zaguri a rendu une expertise dans laquelle il faisait état d'une altération du discernement de l'assassin de Madame Halimi. Une altération du discernement, ça veut dire que l'assassin est pénalement responsable et qu'il peut être renvoyé devant une cour d'assises. Il y a eu un complément d'expertise très rapidement pour savoir si le sujet pouvait participer à une reconstitution, ce qui nous intéressait, comme vous l'a dit ma consoeur et amie Muriel Wapin-Maliki, et effectivement, le docteur Zaguri a convenu qu'il pouvait y avoir reconstitution sous réserve des mesures de sécurité psychiatrique pour accompagner l'assassin. Et puis, le 4 avril 2018, c'est-à-dire un an, jour pour jour, après l'assassinat de Madame Halimi, le 4 avril 2018, la juge d'instruction a pris l'initiative elle-même, c'était pas l'avocat de la défense qui l'a demandé, c'était la juge d'instruction a pris l'initiative de nommer, de désigner un nouveau collège d'experts, cette fois-ci 3 experts, pour une nouvelle expertise psychiatrique de l'intéressé avec exactement les mêmes questions. Et le 11 juillet 2018, c'est-à-dire 3 jours avant la fête nationale, 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde de football, c'est-à-dire un moment où l'on est sûr que personne ne s'intéressera à ce sujet, le 11 juillet 2018, le nouveau rapport est rendu. Et que nous dit ce nouveau rapport? Abolition du discernement. Alors, pour mémoire, Madame Halimi a été martyrisée pendant une grosse vingtaine de minutes, à coups de poing, avec un téléphone,
avant d'être défenestrée, encore vivante, du 3e étage de son lit. Abolition du discernement. Alors, nous sommes avocats. Nous ne sommes pas psychiatres. Je n'aurais pas l'audace de donner des leçons de psychiatrie au collège d'experts qui s'est réuni, mais en tant qu'avocats, nous devons nous poser des questions, surtout que nous sommes partis à ce dossier. En psychiatrie, un sujet déclaré dément, c'est-à-dire son discernement aboli complètement, lorsqu'il n'a aucune conscience de ce qu'il est en train de commettre, tant au niveau de la réalisation que des conséquences de cette réalisation. Dans le langage parlé, on dit que l'abolition du discernement, c'est la boîte noire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. À un moment, la lumière s'éteint, on est dans le noir, on ne sait plus ce qu'on a fait, on ne sait plus pourquoi on l'a fait, et puis on se réveille. Or, il est acté que Traoré a pris soin, après avoir torturé Madame Halimi, après l'avoir défenestrée, de se pencher au balcon et de hurler à l'attention des policiers qui étaient en train d'intervenir qu'une femme venait de se suicider et qu'elle s'était jetée par la fenêtre. Alors on peut se poser la question de la conscience suffisamment aiguisée de la personne qui dit ça, tant de la réalité de la situation que de la gravité et de la nécessité dès l'acte commis de préparer sa défense en disant « une femme vient de se jeter par la fenêtre, elle est suicidée ». Traoré se souvient avoir été particulièrement oppressé à la vue du chandelier de la Torah qu'il a vu chez Madame Halimi. Donc là encore, il avait conscience de ce qu'il se passait, et c'est ça qui l'a particulièrement oppressé et qui a accéléré, aggravé le passage à l'acte. Enfin, Traoré est passé, dans sa longue carrière délictuelle, une vingtaine de fois devant les juges. Aucun ne rapporte d'antécédents psychiatriques. Il a été condamné à plusieurs reprises pour usage de stupéfiants. Il était un gros consommateur de stupéfiants depuis l'âge de 16 ans, mais quand on consomme des stupéfiants, on sait, on connaît nécessairement l'effet de ces stupéfiants sur son organisme et sur son psychisme. Donc, et au cas particulier, c'était... les effets vont de l'apaisement pour un usage récréatif, peu de temps du cannabis, et puis quand on en fume à haute dose, c'est angoisse sévère, paranoïa. Donc là aussi, on peut se demander si la personne qui fume beaucoup, qui sait qu'il faut qu'elle fume de plus en plus pour obtenir les effets de l'intoxication cannabinique, et qui connaît ces effets, c'est-à-dire agressivité, angoisse sévère, paranoïa, on peut se demander si cette personne n'est pas encore plus responsable. Parce que dans les petits dossiers que nous traitons au pénal de consommation de cannabis, et qu'est-ce qu'on nous dit du côté du parquet et du côté du juge, avec raison, mais que c'est une circonstance aggravante. Allez plaider devant un tribunal correctionnel que c'est pas de la faute de votre client parce qu'il avait fumé un joint ou parce qu'il avait bu 2 verres de trop, et vous aurez une circonstance aggravante, parce que tout le monde sait aujourd'hui que fumer des joints, fumer du cannabis ou boire trop d'alcool altère la conscience. Et donc d'une cause d'aggravation, d'une circonstance aggravante dans les procès correctionnels de base, on se retrouverait avec une cause d'irresponsabilité pénale dans les affaires criminelles les plus sordides. Parce que nous disent ces experts? Ils nous disent la bouffée délirante aiguë qui a enveloppé tout entier Traoré était due à une trop forte consommation de cannabis avant. Alors, ceci étant posé, il faut savoir ce que ça signifie que l'abolition du discernement. Eh bien, l'abolition du discernement, c'est l'article L122-1 du Code pénal, c'est-à-dire l'irresponsabilité pénale. Il n'y aura pas de dossier aux assises si la juge d'instruction estime que le sujet avait un discernement aboli. Alors nous attendons le retour de cette 3e expertise, puisque suite au rapport qui a été déposé le 11 juillet 2018, ce second rapport, la juge d'instruction s'est empressée elle-même, mais c'était bien loin, de désigner à nouveau pour une 3e expertise d'autres experts psychiatres. Nous devions recevoir ce rapport le 15 octobre, nous l'avons pas reçu.
et on se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que dans un dossier d'une telle ampleur, il est nécessaire, mais ça c'est le rôle de la juge d'instruction, d'appeler les experts et de leur dire « je veux ce rapport à la bonne date, quand il est censé revenir, et ils avaient le temps de le faire. » Alors, l'abolition du discernement, c'est donc l'irresponsabilité pénale. Exit le procès en cour d'assises. Si c'est le cas, nous aurons le droit à un simulacre de procès devant la chambre de l'instruction, d'une part pour l'imputabilité des faits, c'est-à-dire mais est-ce que M. Traoré a effectivement commis ces actes qu'il reconnaît lui-même, donc il n'y a aucun débat sur le sujet, et d'autre part sur les mesures de sûreté qui devront être prises au sujet de M. Traoré, parce que inaccessible à l'instruction pénale, il serait éventuellement interné en hôpital psychiatrique. Et la question c'est pour quelle durée? Parce que si le collège d'experts a constaté l'extrême dangerosité de M. Traoré et la nécessité à ce jour d'une très longue hospitalisation, ils ont également convenu, que ce dernier avait un caractère réadaptable. Et caractère réadaptable, on a vu ce que ça pouvait faire dans l'affaire de Sébastien Selam, c'est que son meurtrier a été interné, après l'irresponsabilité pénale qui avait été retenue, il a été interné quelque temps, et puis la maman de Sébastien Selam a eu l'ignoble surprise de le croiser en faisant ses courses, parce que finalement, il était sorti. Et donc, dans ce dossier, le dossier de Madame Halimi, Traoré, son meurtrier, n'a pour l'instant pas fait un jour de prison, il est interné en hôpital psychiatrique, il bénéficie de soins, de traitements, un traitement qui est allégé parce qu'il va mieux, donc c'est bon de le savoir, parce que si jamais il y a une irresponsabilité pénale, qu'il n'y a pas un procès aux assises, nous allons devoir, nous avocats, mais la juge d'instruction aussi, la chambre de l'instruction, l'État, nous allons devoir expliquer à la famille de Madame Halimi comment ça se fait que M. Traoré était suffisamment dément au moment des faits pour être irresponsable pénalement et aller suffisamment mieux quelques années après pour pouvoir sortir si c'est le cas. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait frémir, nous, avocats, parce que nous nous battons tout au long de cette instruction pour qu'il y ait une vraie justice. Mais une vraie justice, c'est pas une vraie vengeance, c'est une vraie justice, avec un vrai procès, parce que notre conviction à nous, c'est que M. Traoré savait exactement ce qu'il faisait, il savait exactement où il allait, et lorsqu'il a tué Madame Halimi parce qu'elle était juive, c'est notre conviction, et cela mérite un procès en cour d'assises, avec la circonstance aggravante d'antisémitisme, et c'est pour ça que nous nous battons, et que nous nous battrons jusqu'à la fin de cette instruction. Bravo. Merci beaucoup. Et Noémie Aloua, qui va nous dire un mot de cette affaire, parce que vous avez enquêté très tôt sur cette affaire, terrible, d'antisémitisme. Bien sûr, il y avait eu l'affaire Ilan Halimi, il y a eu l'affaire Sébastien Selam, mais cette affaire d'un meurtre en plein cœur de Paris a frappé les imaginations, et particulièrement la vôtre en tant que jeune journaliste, écrivain et jeune française juive ou pas d'ailleurs. Exactement, je vais faire un retour un peu aux sources de l'affaire. J'ai commencé à enquêter assez rapidement, disons dans les premiers mois, au moment où il y avait une sorte de blackout médiatique et politique énorme autour de cette affaire. Donc moi je suis journaliste, je ne suis pas avocate, mais en général je fais des investigations, donc j'essaie justement d'interroger tous les acteurs qui sont dans des affaires. Je suis journaliste principalement chez Actualité Juive, donc on suit principalement les affaires liées à l'antisémitisme et au monde juif. Et on a suivi cette affaire, nous, dans notre journal, je sais qu'à Radio G aussi, dans Tribune Juive, on avait commencé à donner des éléments, mais très rapidement, les autorités nous ont dit « attention, attention ».
c'est un sujet extrêmement sensible, on est dans un contexte politique aussi très compliqué, on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, on n'a pas suffisamment d'éléments, donc attention à ne pas partir trop vite. Donc évidemment, on n'a pas suffisamment d'éléments pour tout de suite dire qu'il s'agit d'un crime antisémite, et évidemment, qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il s'agit d'un crime antisémite? C'est qu'il ne s'agit pas d'un fait divers, c'est qu'en fait c'est un symptôme d'un mal beaucoup plus grand, et que cet événement-là veut dire quelque chose de la société. Voilà pourquoi c'est aussi important de mettre les mots sur les événements. Donc nous suivons cette affaire au sein du journal sans avoir beaucoup d'éléments. Il y a Pessah, la page juive, qui arrive quelques jours après. Le temps passe sans qu'il y ait plus d'éléments qui commencent à sortir. Et là, donc c'est ce que je raconte un peu dans mon livre qui s'appelle l'affaire Sarah Halimi, tout simplement. Je reçois un coup de téléphone de William Attal, qui est le frère de Sarah Halimi, qui est une sorte de lanceur d'alerte, qui a été un lanceur d'alerte dans cette affaire. Il me contacte à la rédaction, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu ni d'Adam ni d'Ève, et il me dit, voilà, j'ai eu accès à certains éléments du dossier. Il confirme des éléments très probants. Il y a eu des Allah Akbar lorsque l'assassin a tué ma sœur. Il y a eu des Allah Akbar. Donc il a signé son acte. Il me dit qu'il a essayé aussi de contacter, William Attal a essayé de contacter différents journalistes, il a contacté plein de rédactions, il a essayé de contacter d'ailleurs Jean-Jacques Bourdin sur RMC, et que tout le monde lui a raccroché au nez en lui disant « ce n'est pas vrai, ce que vous me racontez là, ça ne peut pas être vrai, sinon on en aurait entendu parler, sinon ça aurait fait la une des journaux ». Et donc en fait, personne ne veut le croire. Donc moi je le crois pas forcément, mais ce que je me dis c'est que ça vaut le coup quand même d'enquêter. Ça vaut le coup d'aller essayer de voir ce qu'il y a derrière toute cette histoire. Donc je vais enquêter, je vais faire mon métier tout simplement, je vais aller sur les lieux du crime, je vais taper aux portes, je vais essayer de parler aux voisins pour savoir qu'est-ce qu'ils ont entendu ce soir-là, quel est le climat dans l'immeuble, quel est le climat dans le quartier. D'ailleurs, beaucoup ont très peur de me parler, la plupart me disent qu'ils n'ont rien à dire, alors que lorsqu'on se plonge ensuite dans le dossier d'instruction, on se rend compte qu'ils étaient très nombreux ce soir-là à avoir entendu énormément de choses. On peut retracer le fil quasiment en continu de tout ce qui s'est passé pendant que Sarah Halimi a été torturée et battue de façon horrible. On peut retracer le fil à travers les témoignages des voisins. Mais cet après-midi-là, tout d'un coup, personne n'avait rien à dire. Enfin, certains avaient quand même des choses à dire, notamment une voisine qui m'a parlé sous couvert d'anonymat et qui m'explique que Sarah Halimi était terrorisée de ce voisin-là. Elle m'explique aussi qu'il y a une terreur dans le quartier, qu'il y a l'épicentre de la laïcisation du quartier, ça reste la mosquée d'Omar. C'est une mosquée qui est réputée pour avoir des acquaintances avec les salafistes. Et il se trouve que Kobili Traoré a été 2 fois, ce jour-là, prié à la mosquée d'Omar. Et dans le dossier d'instruction, il n'y a pas d'éléments, c'est-à-dire que les policiers n'ont pas été interrogés, les imams de cette mosquée, pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait ce jour-là, à qui il avait parlé. Donc on se rend compte qu'il y a quand même des éléments assez probants quant au caractère antisémite de la chose. Je me procure aussi le dossier d'instruction, je mène mon enquête, une enquête de fourmi, je rencontre bien sûr les avocats de Sarah Halimi. J'essaie d'avancer doucement et je me rends compte que quand même, il n'y a pas eu d'enquête dans Le Monde, il n'y a pas eu d'enquête dans Le Figaro, il n'y a pas eu d'enquête dans les grands journaux, comme si finalement cette affaire soit gênait tout le monde, soit n'intéressait personne. Mais en tout cas, on constate une omerta médiatique très importante qui fait que même lorsqu'on essaie de dire aux journalistes, même lorsque j'essaie de parler à mes collègues en leur disant quand même c'est une affaire terrible, on sent une énorme gêne. Une énorme gêne. Voilà, je ne tire pas de conclusion, chacun tirera ses conclusions, mais en tout cas, c'était vraiment pas évident d'en parler avec eux, et alors, le fait est que sur le coup, aucune enquête n'était encore parue. Donc, avec Maître Golnadel, non, je crois que Maître Golnadel n'a pas pu signer cette tribune, mais Le Figaro a lancé une grande tribune signée par 12 intellectuels, dont Alain Finkielkraut, Elisabeth Badinter, Jacques Julliard, Marcel Gaucher, des gens très différents, d'univers politiques très différents, justement pour dire que c'était pas une affaire politique, que c'était un drame qui concernait tout le monde, et pas que les juifs, et que tout le monde devait s'y intéresser. Et là, enfin, on a réussi à mettre la lumière
sur cette affaire et ça a été le début de la médiatisation. Bien sûr, Maître Goldnadel en a aussi parlé aux grandes gueules sur RMC. Enfin, donc on a commencé vraiment à s'intéresser à cette histoire, mais c'était des mois après les faits. Quand on sait qu'en principe, quand il se passe un drame de ce type, dans les jours qui suivent, c'est un incendie et l'incendie peu à peu se calme. Là, ça a été tout l'inverse dans le traitement médiatique de l'affaire Sarah Halimi, c'est-à-dire que pendant des mois, il y a eu une sorte de blackout et ensuite, on a commencé à avoir les éléments et à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc, dans le dossier d'instruction, on a des témoignages des amis du tueur qui racontent voilà, qu'il a été 2 fois à la mosquée d'Omar et vient le premier interrogatoire de Kobili Traoré, qu'on retrouve également dans le dossier d'instruction. Et il explique, donc, comme Monsieur Bloch expliquait tout à l'heure, que Kobili Traoré a ressenti une immense violence à l'intérieur de lui-même lorsqu'il est arrivé chez Sarah Halimi et qu'il a vu ce qu'il appelle une Torah, ce qui est en fait un chandelier classique. Mais pour lui, ça a évoqué l'objet juif et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à la battre. Donc comment est-ce qu'on peut encore nier le caractère antisémite à ce moment-là? Et la juge n'a pas retenu le caractère antisémite à ce moment-là, il a fallu 1 an. Il a fallu 1 an. Alors qu'on avait tous les éléments dont je viens de vous parler là. C'est-à-dire que c'était évident. C'était évident qu'il ne l'avait pas choisi par hasard, qu'il n'était pas arrivé là comme on arrive n'importe où, et qu'il l'avait choisi. Il avait choisi sa victime. Donc voilà, il se passe 1 an et la juge refuse toujours. Évidemment, quel est l'argument de la juge? La folie mentale, les fameux déséquilibrés qu'on entend de plus en plus souvent, comme s'il y avait une sorte de vague comme ça de déséquilibre, le mal du siècle. Et donc, selon elle, Kobili Traoré pourrait être davantage fou qu'antisémite, comme si on ne pouvait pas être les deux, comme si on ne pouvait pas avoir des problèmes mentaux et choisir sa victime. L'un n'exclut pas l'autre. Je vais également, donc, dans mon enquête, essayer de comprendre qui était Sarah Halimi, essayer de comprendre qui était cette femme, mettre un visage derrière cette victime. J'ai été sur les lieux de son enfance avec son frère notamment, j'ai essayé de parler comme j'ai pu avec ses enfants, et il y a un chapitre sur cette femme qui était extraordinaire et qui méritait vraiment pas voilà, ce qui lui est arrivé. Donc, ensuite, j'écris mon livre en même temps. Le livre, il est écrit en même temps que tout. Je l'ai commencé très très rapidement, quelques semaines après les faits, et le livre trace toute l'année avec le développement médiatique, politique et judiciaire de toute l'affaire, jusqu'à ce que la juge retienne le caractère antisémite du crime. C'était quelques jours avant la sortie de mon livre, et la première expertise, mais on sait maintenant qu'il y en a eu d'autres, l'expertise psychiatrique concluait que finalement il n'était pas si fou que ça. La juge a retenu le caractère antisémite. Pour moi, on avait clos un chapitre. On avait clos un chapitre de cette affaire. On avait clos un chapitre de déni. Mon livre sort. Et ensuite, la juge demande de nouvelles expertises psychiatriques. Et l'affaire continue. Voilà. Merci. Il y a dans la salle le fils de Madame Halimi, de Sarah Halimi, qui est Jonathan. S'il peut nous dire quand même un petit mot, il a entendu des choses, j'imagine à quel point c'est compliqué d'être déjà présent, d'entendre tout cela. Je précise que vous venez d'Israël, hein, vous viviez. Je viens d'Israël, de Haïfa. Et ce soir, je ne vais pas me prononcer sur le combat judiciaire. Je pense qu'il y a suffisamment d'avocats. Mais je peux vous promettre à chacun que le combat judiciaire, on le fera jusqu'au bout avec les moyens qu'on a, dans les avocats présents et ceux qui ne sont pas présents. Je voudrais vous parler comment on se reconstruit après la tragédie que notre famille a vécue, nous les enfants. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que, suite à cet antisémitisme, il y a beaucoup de notre communauté juive de France qui font leur alia et qui sont confrontés à des difficultés d'intégration. Moi, je vis pas mal d'années en Israël, et c'est un public que je côtoie, qu'on essaye d'aider. Il faut savoir que pour ma mère, l'éducation des enfants, c'est quelque chose de primordial. Elle nous disait toujours qu'il fallait s'investir, qu'il fallait avoir beaucoup de réflexion. On voit que les enfants en Israël sont confrontés
une difficulté aussi d'intégration. Mis à part la langue, et mis à part différents niveaux, là, il faut savoir que la mentalité en Israël est très différente de notre mentalité et que l'approche éducative elle est très différente de ce qu'on a dans nos écoles juives en France. Vous savez, le combat judiciaire, on va le faire jusqu'au bout. Mais comme tout le monde l'a dit, c'est pas ça qui va la ramener. Nous, ce qu'on aimerait, c'est faire ce qu'on appelle l'Nishmata, l'élévation de son âme. Pour nous reconstruire et pour notre mère, nous avons ouvert une association, Netzar Sarah, qui s'occupe d'entourer ses enfants. C'est vrai qu'il y a un combat qu'on doit faire en France contre l'antisémitisme, mais il ne faut pas oublier qu'une des conséquences directes de l'antisémitisme, c'est le départ de beaucoup d'entre nous en Eretz Israël. Et je pense que ça doit concerner chacun d'entre nous. Et je vais donner la parole aux avocats qui continuent leur combat noble qui est important. Je vous remercie à chacun et j'espère qu'un jour on sera tous réunis. Amen. Merci. Merci Jonathan. De Madame Sarah Boulou. Moi, je voulais revenir au sujet de cette instruction. Je voulais poser une question à l'un d'avocat qui voudra bien me répondre. Premièrement, pourquoi la juge a-t-elle d'emblée refusé que les associations antiracistes et qui luttent contre l'antisémitisme soient partie civile? Nous sommes dans tous les dossiers. Elle a refusé que le BNVCA soit dans celui-ci. Ça, c'est la première question. La deuxième question, Gonadel a déposé une plainte pour non-assistance à personne en danger. Moi qui suis policier, je ne connais pas une affaire où un policier était présent et n'a pas, au risque de sa vie, intervenu. Rappelez-vous l'affaire Beltrame, il n'était pas en mission, et pourtant, il s'est senti concerné parce que il était gendarme et qu'il a voulu accomplir cette mission. Pour ça, je voudrais quand même avoir quelques éclaircissements à ce sujet. J'ai saisi le préfet de police et j'ai saisi l'IGS pour avoir des informations sur les raisons pour lesquelles les policiers ne sont pas intervenus, puisqu'ils étaient arrivés d'abord 3 minutes après, puis 5 minutes après, puis 10 minutes après. Il y a eu plusieurs équipes qui sont arrivées, ils étaient à peu près 26, je crois, si je me trompe. Et comment se fait-il? Alors, il y a un préfet de permanence toute la nuit, il y a un procureur de la République de permanence toute la nuit, il y a un commissaire de police de permanence toute la nuit, et je ne comprends pas comment se fait-il que cette femme est morte malgré la présence des policiers à sa porte. Merci Samy. C'est une question évidemment importante et cruciale. J. Gonadel, vous aviez d'ailleurs porté plainte à ce moment-là. On peut dire, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais c'était contre la police, c'est ça? En tous les cas, pour s'interroger sur le rôle qu'a joué ou n'a pas joué la police française à ce moment-là. Mais les voisins non plus ne sont pas intervenus. Et les voisins non plus. Assistance à personne en danger. Ils ont entendu. Mais la police, c'est quand même ce qu'il y a de plus spectaculaire à ma connaissance du dossier. Ça peut paraître assez incroyable de savoir qu'elle a été présente très tôt sur les lieux et qu'elle n'est finalement jamais intervenue, qu'on le veuille ou non. C'est la question qui demeure et qui persiste. Gilles Gonadel, peut-être justement votre intervention sur cette affaire Sarah Halimi. On voit qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, à travailler pour arriver peut-être à ce procès, comme l'on s'est bien dit tout à l'heure. Et on enchaînera sur une autre affaire, évidemment, celle de Madame Knoll. Je n'ai rien à ajouter sur le plan de l'instruction à ce qu'ont très bien dit mes confrères et amis avant moi. Je n'ai pas la coquetterie de dire on ne va pas violer le secret de l'instruction, alors que la presse le piétine allègrement tous les jours, mais enfin, tout ce que vous avez dit et bien dit, je crois, a éclairé nos amis. Je voudrais donc sur cette affaire faire plusieurs remarques par rapport à ce que Noémie a dit, et ensuite les questions de Samy. Noémie
permets-moi d'ajouter à tout ce que tu as dit qu'on pouvait difficilement être plus royaliste que le roi en matière médiatique dans cette affaire. C'est ce que tu veux parler. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que la vérité m'oblige à vous dire, mes chers amis, que la communauté juive organisée, en tous les cas, une partie d'entre elles, n'a pas non plus été spécialement à l'écoute de cette terrible affaire. Moi, je peux difficilement oublier le communiqué émollient du CRIF, daté du 6 avril. Je le rappelle dans mon livre. Oui, et dans lequel il était indiqué attention, il n'y a à la désinformation, il n'y a pas eu de coup de couteau. Alors, effectivement, il n'y avait pas eu de coup de couteau, mais on aurait pu dire quand même que la malheureuse Sarah Halimi avait été massacrée pendant une demi-heure et qu'il y avait eu des Allahu Akbar. Et donc, il ne fallait pas être grand clair pour comprendre qu'en plein milieu de la période électorale, certains voulaient surtout ne pas favoriser une candidate par rapport à un candidat. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le massacre d'une malheureuse femme juive? Alors, à partir de là, comment voulez-vous, tu as bien dit, tu as bien parlé de la réaction de Bourdin ou d'autres journalistes, mais quand on leur avait fait comprendre que, oula, attention, ne vous emballez pas trop vite, comment voulez-vous que la presse généraliste, que en principe je n'épargne pas particulièrement, comment voulez-vous qu'elle n'était pas spécialement sur le reculoir? Donc ça peut, et dans ce cadre-là, par contre, je veux saluer le combat formidable du Figaro, parce que sans le Figaro, eh bien, on n'aurait certainement pas avancé aussi vite, et également le combat de Noémie Aliwa, je tiens à le dire ce soir. Samy Gozlan, tu veux comprendre des choses, or cette affaire, elle est incompréhensible. Elle est incompréhensible, sauf si on veut, évidemment, comme j'en parlais tout à l'heure, comprendre les pesanteurs idéologiques qui pèsaient encore sur cette affaire Sarah Halimi. C'est très clair, la juge, une bonne fois pour toutes, avait considéré, et très sincèrement, Samy, je suis incapable ce soir de faire le départ entre l'incurie de cette juge de manière générale ou son point de vue idéologique, pour autant que l'incurie ne puisse pas faire bon ménage avec une certaine, justement, réticence idéologique. C'est tout à fait possible. Mais c'est pour cela que, contrairement à bien des affaires, elle a effectivement refusé que les associations qui luttent contre le racisme et l'antisémitisme se constituent partie civile. Quant à l'action de la police, elle est également totalement incompréhensible. On ne peut pas comparer l'inaction de voisins avec l'inaction d'une police qui est requise en raison de faits qui sont commis dans l'immeuble et qui arrivent très rapidement et qui reste, c'est le cas de le dire, l'arme au pied. Alors, je ne sais pas non plus quelle est l'explication technique. J'entendais mon confrère Sarfati, je ne veux surtout pas, encore lui, j'entendais également faire l'éloge de la police. Il arrive, confrère. Et très sincèrement, moi qui suis souvent l'avocat des flics, il me nave de temps en temps de les blâmer. Mais dans l'autre affaire Halimi, on sait aussi que la police, et je parle sous le contrôle de Samy, a échoué son enquête. A échoué lamentablement son enquête criminelle, alors qu'on la suppliait d'aller faire un tour du côté de Bagneux. Paix à l'âme du responsable qui n'est plus maintenant. De diffuser les portraits.
Mais oui, donc ça arrive ce genre de choses, c'est arrivé ce jour-là, j'ai porté plainte. Là encore, je ne trouve pas dans un très grand concours pour faire le procès, non pas de la police, mais de la négligence invraisemblable de certains policiers. Nous verrons bien. En tous les cas, c'est tout ce que j'avais à rajouter sur cette malheureuse affaire qui ira évidemment jusqu'à son terme. Il faut reconnaître que dans celle-là, contrairement à celle que je vais aborder quand tu le voudras bien, nous n'avons été vraiment aidés par personne, que ce soit sur le plan communautaire, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan judiciaire. Merci Julien. C'est une vérité. Avant l'intervention de Noémie, quand même une minute, parce que je voudrais qu'on ait quelques questions. On va tout de suite enchaîner après avec le témoignage notamment de Daniel Knoll et de débat sur cette affaire. Noémie. Alors ça ne permet pas de comprendre, mais ça ajoute des éléments. C'est concernant la police. Ils ont été interrogés dans le cadre de l'instruction et ils donnent leurs éléments. Alors voilà, je vous les donne et c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus compréhensible. Le premier élément, c'est qu'ils ne réussissaient pas à savoir d'où provenaient les cris. Ils sont restés... voilà, ça c'est ce qu'ils disent. Et le deuxième élément, je vous dis simplement leur argument. Après, je ne dis pas que ça tient debout. Le deuxième argument, c'était le fait qu'ils ont entendu hurler en arabe. Ils ont entendu des bruits. Ils se sont dit qu'il y avait plusieurs personnes et ils ont pensé à une attaque terroriste. Ils se sont dit, nous sommes des policiers de la BAC, nous ne sommes pas spécialisés, nous appelons la BRI, les brigades d'intervention spécialisées. Mais la question, c'est vrai que ça a été extrêmement... Ça a duré plus d'une vingtaine de minutes. Ils sont restés là, ils n'ont pas bougé. C'est les arguments qu'ils donnent. Voilà. On m'avait proposé de venir, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est bien la première fois que je participe. Et j'en suis ravie. Parce que je me sens, moi seule, dans mon combat, à mon petit niveau à moi, pour avoir été victime, malgré le fait que je m'appelle Isabelle Marchand, d'antisémitisme absolument épouvantable, d'avoir vu mon fils se faire menacer. Alors je suis désolée si je choque tout le monde ici, mais par un voisin ingrat, violence, mais alors vraiment des menaces à caractère pédophile, sale petit youpin, je vais t'enculer à sec, tu verras le bien que ça te fait. Et on a vécu ça pendant des années. On a eu cette chance, pas loin d'ici au Crémain-Bicêtre, on a eu cette chance d'avoir notre maire qui nous a reçus, qui nous a soutenus. Notre voisin a été expulsé. Pour autant, le parquet de Créteil, à ce jour, et j'ai déposé, je ne sais pas, 6, 7, 8 plaintes contre ce voisin pour des crachats, parce que je suis une sale youpine, etc. Mais j'ai vécu une horreur, des bouteilles qu'on nous jetait sur la tête, des bouteilles de verre qu'on nous jetait quand on rentrait dans l'immeuble, des crachats, etc., de la violence. Il a levé la main sur mon fils à maintes reprises. Tout a été classé. Et moi, je me demande jusqu'à où on peut aller au niveau de ce laxisme de la justice face à des cas de citoyens comme moi désespérés. Donc moi, le seul message que je veux vous faire passer, ça va être très rapide, ne baissez pas les bras, il faut porter plainte, il faut aller au bout de nos plaintes et de notre vécu pour en faire part. Merci madame. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Une autre question, René. Après tout ce que nous avons entendu sur la partie juridique, je voudrais parler de quelqu'un qui nous a quittés, qui est maître Simon Nakache, qui nous a quittés il y a très peu, et qui a été très préoccupé par l'affaire DJ Selam et l'affaire Halimi. Il a été l'avocat de DJ Selam. Et il était arrivé à l'affaire de l'antisémitisme, l'affaire DJ Selam. Et un expert a été nommé. Le même expert que nous retrouvons sans arrêt. Et on lui a retiré l'affaire. Parce qu'on a décidé que c'était un cas psychotique. Il a été l'avocat d'Ilan Halimi. Cette affaire était menée par lui quand il y a eu le même expert, toujours, et on lui retire l'affaire pour la confier ailleurs. Quand quelques années après, Samy, tu es bien d'accord, nous nous sommes occupés de la maman de DJ Selam, nous avons trouvé un avocat qui a décidé de reprendre l'affaire de Selam, et là, je serai très brève, on trouve dans le dossier de Maître Nakache les lettres qui pouvaient leur permettre de demander un rappel, la lettre fermée de Maître Nakache et la lettre de la maman de Selam, inconnues à cette adresse, les deux. L'étude de Simon Nakache est 7 sur 7, 24 sur 24. Or, les lettres qui lui étaient adressées, inconnues à cette adresse.
Je voulais simplement signaler justement à ces juridiques qui sont devant nous toutes ces incohérences. Maître Simon Lacache est décédé, mais il en a terriblement souffert. Ce sont donc encore des compléments à Alice au Pays des Merveilles que nous entendons ce soir sur le plan juridique. Merci. Une autre question et ensuite peut-être une réponse. Je voudrais savoir, concernant la plainte pour non-assistance à la personne en danger, quelle probabilité elle a de prospérer, d'aboutir et sous quel délai, sachant que si j'ai bien suivi, pour le Bataclan, les parties civiles et des familles qui voulaient déposer plainte, donc il n'y a pas eu de suite et ça a été classé. Donc si vous pouviez m'en dire. Merci. Déjà, dans l'état de quasi-paralysie de la justice, c'est très long. Mais avec une justice réticente, vous pouvez imaginer, chère Evelyne, que je suis incapable de vous faire le moindre pronostic. Ça ne serait pas sérieux. Voilà, je ne sais pas si vous vouliez répondre à d'autres sujets. Sinon, je vais vous remercier infiniment d'être venu nous parler de ce dossier très dur. Merci, Maître Bisbach, Noémie Aloua. Et je garde Jules-William Delnadet, avocat dans l'affaire, Daniel